Narcissique, laconique, riche comme Crésus, Champs-Élysées, le dictionnaire français regorge de pléthore de petits mots et expressions issues de la culture gréco-latine. Savez-vous par exemple que la formule « prendre le taureau par les cornes » provient de l'un des 12 travaux d'Hercule, que l'égide est dérivé du mot grec ancien peau de chèvre, ou encore que la locution « peur panique » est tirée de la tragique destinée de Pan, dieu des bois, des champs et des bergers. Voilà ce qui s'appelle une véritable cornabondance de mots gréco-latins. Et ces mots ne sont sûrement pas sortis de la cuisse de Jupiter pour être aussi nombreux. En effet, la langue française fourmille d'histoires fabuleuses liées à ces mots ou expressions. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte ou à la redécouverte de 3 mots ou expressions antiques qui ont traversé les âges. Et on commence tout de suite avec le premier exemple. Le Rubicon est un petit fleuve côtier du nord de l'Italie, dans la région d'Émilie-Romagne, à l'est de la plaine du Pô. À partir de 59 avant Jésus-Christ, ce cours d'eau sert principalement de frontière entre l'Italie romaine et la province de Gaule cisalpine. Il a une résonance toute particulière dans le droit romain car aucun général n'a l'autorisation de le franchir avec des soldats en armes. Ainsi, la loi protège Rome de toute menace militaire interne et d'une éventuelle prise de pouvoir. Une sorte de garde-fou ou de ligne blanche qui pourtant sera allègrement franchie par un certain Jules César. Tout commence en janvier 49 avant Jésus-Christ, quand ce même Jules César se décide à traverser le Rubicon avec ses légions en armes sur les traces de Pompée, son principal adversaire, violant ainsi la loi du Sénat romain. Pourquoi un tel acte? Un acte qui d'ailleurs lui vaudra d'être désigné par le Sénat ennemi public. Eh bien tout simplement parce que Jules César s'estime injustement floué. Et pour cause, en 52 avant Jésus-Christ, Pompée, son grand rival donc, a été nommé consul unique et lors des élections pour le consulat en 50 avant Jésus-Christ, le Sénat a, suprême injure, refusé sa candidature. Après d'importantes tractations visant à son élection, le Sénat excédé et majoritairement favorable à Pompée lui ordonne de quitter son poste de proconsul en Gaule et de revenir à Rome en tant que simple citoyen. Mais Jules César n'est pas vraiment homme à respecter les règles, et encore moins à obéir aux ordres. D'autant plus qu'il se sait en position de force, surtout depuis sa victoire à Alésia sur le chef Arverne Vercingétorix durant la guerre des Gaules, une guerre qui lui a assuré une domination sur l'ensemble des tribus celtes, ainsi qu'un certain prestige sur les classes populaires romaines. C'est pourquoi en ce mois de janvier 49 avant Jésus-Christ, face au Rubicon, César s'apprête à prendre la décision de sa vie, une décision dont il sait pertinemment qu'elle sera irréversible. En effet, une fois le cours d'eau franchi, il ne pourra plus faire marche arrière. S'il réussit, il s'empare du pouvoir. Par contre, s'il échoue, c'est la mort assurée pour lui. Alors, après avoir hésité longuement, César se décide finalement à franchir le Rubicon, estimant que Pompée avait outrepassé ses pouvoirs. C'est là qu'il aurait prononcé, selon l'auteur latin Suétone, sa célèbre formule « Alea iacta est ». Littéralement, les dés sont jetés, parfois traduit par « le sort est jeté » ou « le sort en est jeté ». Quoi qu'il en soit, de cet épisode est née l'expression « franchir le Rubicon » qui a survécu jusqu'à nos jours. Elle évoque une personne se lançant dans une entreprise aux conséquences risquées sans pouvoir faire marche arrière. Franchir le Rubicon représente donc un point de non-retour pour César. En agissant de la sorte, il s'attaque au Sénat et à Pompée, la guerre civile paraissant dès lors inévitable. Néanmoins, il parviendra à chasser ses ennemis de Rome et à se faire élire consul, devenant très vite le maître de toute l'Italie. Poursuivant sans relâche Pompée jusqu'en Thessalie, où ce dernier s'est réfugié avec une partie du Sénat, il réussira à le vaincre
à la bataille de Pharsale en 48 avant Jésus-Christ. En franchissant le Rubicon, César déclarait assumer les conséquences qui en découleraient. Il ne croyait pas si bien dire, car bien qu'étant parvenu à se défaire de Pompée, assassiné en Égypte en 48 avant Jésus-Christ, cet acte a probablement signé son arrêt de mort a posteriori. Et pour cause, nommé par la suite dictateur à vie, ses ennemis politiques, au nombre desquels on compte le fameux Brutus, organiseront son meurtre en 44 avant Jésus-Christ lors des Ides de Mars. On connaît tous le mot mécène qui est utilisé de nos jours afin de désigner les hommes et femmes qui, grâce à leur fortune ou leur influence, favorisent les arts et les sciences. Mais parfois on oublie un peu vite, il s'agit à la base d'un nom propre d'origine latine et plus exactement de celui d'un politicien romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'illustre inconnu en question n'est autre qu'un certain Caius Cilnius Maecenas, bien que son patronyme francisé se soit transformé en Mécène. Né en 70 avant Jésus-Christ, il effectue des études en Grèce avant de revenir vivre à Rome. Ayant bénéficié enfant de la meilleure éducation de son temps, il se retrouve bien des années plus tard à la tête d'une fortune colossale, en partie obtenue par la saisie des biens d'un certain Marcus Favorinus, proscrit après la bataille de Pharsale, une bataille qui, comme on l'a dit précédemment, a vu Jules César triompher de Pompée. De plus, Mécène étant propriétaire de terres en Égypte et d'importants vignobles en Italie, il dispose également d'un somptueux palais sur l'Esquilin à Rome. Cependant, cette richesse, ainsi que sa rapide ascension, il la doit également en grande partie au lien d'amitié qu'il a noué avec Octave, le fils adoptif de Jules César. En effet, en tant qu'ami intime et conseiller de ce dernier, Mécène va prendre part à nombre d'événements qui vont s'avérer très importants dans l'accession au pouvoir du futur empereur Auguste. C'est ainsi qu'il se retrouve en charge par exemple d'organiser le mariage d'Octave avec une dénommée Scribonia, une veuve plus âgée que lui, dans le seul but d'empêcher le fils du défunt Pompée de s'allier avec Marc-Antoine. Par la suite, c'est lui qui va également négocier la paix avec justement ce même Marc-Antoine. En récompense de sa loyauté, Octave n'hésite pas à lui confier le pouvoir, notamment durant l'année 36 avant Jésus-Christ, lorsqu'il s'absente durant des campagnes militaires. C'est d'ailleurs à cette occasion que Mécène écrase la conspiration d'un certain Lépide le Jeune avant de le faire tout simplement exécuter. Malheureusement, les relations entre les deux hommes ne sont pas toujours aussi cordiales. Et pour cause, selon l'historien Dion Cassius, Octave entretient une liaison avec la propre femme de Mécène, une dénommée Terentia, ce qui cependant n'empêche pas Mécène d'entretenir de son côté, selon Tacite, une relation avec Batyle, un grand danseur et pantomime romain de l'époque. Un milieu artistique que connaît donc bien Mécène, puisqu'il a également sur sa liste de connaissances le poète Virgile, qui vient de s'illustrer suite à la parution de son recueil des Bucoliques. De son côté, celui-ci va lui présenter tour à tour des auteurs de talent tels qu'Horace, Varius ou Properce. Dès lors, son immense villa va devenir le lieu de rencontre de tous les artistes en vogue. Dans ses célèbres jardins Horti Mecenatis, de nombreux artistes vont se succéder, profitant de plusieurs salles de spectacle et même d'un auditorium. Ouverte à tous, la maison de Mécène constitue dès lors un lieu propice à l'épanouissement artistique. Ainsi, chez lui, les artistes peuvent créer, écrire et interpréter leurs œuvres en toute liberté. Mécène a sans doute trouvé là sa véritable vocation, celle d'un protecteur et bienfaiteur des arts, usant de son influence et de sa richesse afin d'aider des artistes en devenir. En contrepartie, ces derniers ne manqueront pas de se montrer reconnaissants envers lui, le faisant apparaître dans leurs récits ou poèmes de façon plus ou moins déguisée. Mécène meurt en 8 avant Jésus-Christ, mais son action et son nom ne tombent pas pour autant aux oubliettes. C'est durant la Renaissance que son patronyme ressurgit du passé afin de qualifier dorénavant des promoteurs des arts et des lettres, tels que Laurent de Médicis en Italie ou François Ier en France. De nos jours, un mausolée est une sorte de monument funéraire décoré de manière fastueuse.
Généralement, il est considéré comme un tombeau puisqu'il contient le corps du défunt, à la différence d'un cénotaphe qui lui n'en contient pas. Les anciens Grecs appelaient ce genre de construction architecturale thaumasia, c'est-à-dire merveille ou prodige. Quant au terme mausoléum, celui-ci ne passe dans le langage courant qu'au XVe siècle. Mais au fait, d'où vient ce terme? On l'a sans doute oublié un peu vite, mais il doit son nom à Mosol, un satrape de la province de Carie, en Asie mineure, une sorte de gouverneur pour qui au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a construit dans le sud-ouest de la Turquie actuelle un tombeau monumental. Un tombeau qui est ni plus ni moins que le fameux mausolée d'Halicarnasse, considéré dans l'Antiquité comme l'une des 7 merveilles du monde. La Carie, avec donc à sa tête ce fameux mausolée, est alors l'une des nombreuses provinces qui composent le gigantesque empire perse des Achéménides, dirigé par le puissant roi Artaxerxès II. Fin stratège, ce même mausolée profite ainsi du contexte conflictuel de l'époque pour s'émanciper de l'empire et étendre de ce fait son pouvoir au-delà de la Carie. Au final, il va participer à ce que l'on va nommer la révolte des satrapes, une série de rébellions qui cependant n'arrivera jamais à menacer sérieusement la stabilité de l'empire. À tel point qu'Artaxerxès III, qui succède à son père au printemps 358 avant Jésus-Christ, n'a déjà plus rien à craindre des satrapes, l'ordre étant déjà rétabli. Voyant le vent tourner, Mosol est en effet parmi les premiers à changer de camp, n'hésitant pas à trahir ses alliés. Cela lui vaudra d'ailleurs d'être récompensé par l'annexion d'une partie de la Lycie, non sans avoir illégalement annexé auparavant une partie de la Lydie, de l'Ionie et des îles voisines. Même si pour cela Mosol se voit obligé d'accepter la présence d'une garnison perse à Halicarnasse, une cité prénommée de nos jours Bodrum, dont il a fait sa nouvelle capitale. Pour autant, cela ne l'empêche pas de continuer à se conduire la plupart du temps comme une sorte de gouverneur indépendant, raison pour laquelle on lui attribue parfois le titre de roi dans certaines sources antiques. Cependant, Mosol meurt en 353 avant Jésus-Christ, et ce sans postérité. C'est donc son épouse, une certaine Artémise, qui lui succède. Très affectée d'autant plus qu'elle est également sa sœur, elle aurait, selon Pline l'Ancien, pris elle-même la décision d'ériger en son honneur un grand tombeau, en l'occurrence le fameux mausolée d'Halicarnasse, considéré plus tard comme l'une des 7 merveilles du monde. Pour cela, elle fait venir les plus grands artistes grecs du milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, tels que les architectes Satyros et Pythéos, ou bien les sculpteurs Scopas, Léocarès, Bryaxis et Timothéos. Au final, le monument est une véritable prouesse architecturale et décorative, des auteurs comme Strabon ou Pline l'Ancien louant la beauté et la richesse de sa décoration. Situé sur une colline qui surplombe la ville d'Halicarnasse, le tombeau de Mosol et d'Artémise mesure près de 50 mètres de hauteur. Il peut être divisé en 2 parties, une première base haute d'une dizaine de mètres et entourée d'une couronne de frises, la seconde, placée sur le premier niveau, est de forme pyramidale et surmontée de 36 colonnes, lui donnant un air de Parthénon. De plus, l'édifice est agrémenté de statues et de sculptures en haut relief. Enfin, à son sommet est installé un quadrige monumental en marbre de 5 mètres de hauteur. Désirant entretenir la mémoire de son défunt époux, Artémise organise également un concours littéraire décernant un prix à l'orateur qui fera l'éloge le plus éloquent de Mosol. Y participent Isocrate et ses disciples Théodecte de Phasélis et Théopompe, lequel remporte le concours. En dévotion à son mari, elle va même jusqu'à mêler dans sa boisson les cendres de celui-ci, un cocktail étonnant dirons-nous. Quoi qu'il en soit, elle meurt en 351, soit 2 ans après Mosol, non sans avoir mené d'une main de fer la Carie et l'ensemble de ses territoires. Selon ses vœux, ses cendres sont déposées avec celles de son mari dans ce même mausolée. Très vite, le tombeau de Mosol, ou mausoléum d'Halicarnasse, devient ainsi une référence dans le monde antique, à tel point qu'au 1er siècle de notre ère, l'empereur romain Auguste s'inspire du tombeau et en fait construire un pour sa dépouille à Rome. L'édifice est également appelé mausolée. C'est ainsi que, dorénavant,
le mot va entrer dans l'usage courant pour désigner tout monument funéraire grandiose. Malheureusement, le mausolée originel, celui d'Halicarnasse, connaîtra un triste sort. Après avoir tenu bon pendant 15 siècles, il tombe dans l'oubli vers le milieu du Moyen-Âge, et au XVe siècle, les restes du tombeau étant réutilisés pour construire un château fort. De sa splendeur initiale, il n'en reste hélas pratiquement plus rien de nos jours. Seules quelques ruines et fragments de sa décoration, ainsi que quelques-unes de ses statues, visibles au British Museum, permettent d'imaginer la splendeur passée du monument achevé en 350 avant Jésus-Christ, soit un an après la mort de l'épouse de Mosol. Comme les autres langues romanes, que ce soit l'espagnol, l'italien ou bien le roumain, le français est également issu du latin et en conséquence, la majorité de son lexique est donc hérité de cette langue dite morte. Certains mots et expressions ont même été directement empruntés à la langue latine, et finalement, nous les employons quotidiennement sans forcément nous en rendre compte, ou du moins sans connaître leur origine historique directe. Un développement complexe, donc, de la langue française, issu de l'évolution du bas latin et du latin vulgaire vers le gallo-roman au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne. Le français langue royale ne devenant finalement la langue juridique et administrative qu'avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tel un empereur romain, mettez un pouce vers le haut, partagez-la dans l'arène de YouTube. Vous pouvez même décider de vous engager dans la Légion ou sonner du tocsin pour être sûr de ne rater aucune sortie de vidéo. De plus, si vous connaissez d'autres expressions gréco-latines, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou même à me dire si ce format un peu différent vous a plu. Enfin, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez toujours le faire via Tipeee ou Utip. Merci par avance et à bientôt sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.